Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce mercredi matin, est Julien Masson. Il est porte-parole du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine et il nous a rejoint pour être en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour et bonne année. Et meilleurs vœux. Meilleurs vœux également aux auditeurs. C'est encore la période des vœux. On va parler de politique, évidemment, comme on le fait chaque matin dans la matinale à cette heure-ci. J'avais envie de vous entendre, Julien Masson, sur ce qui constitue aujourd'hui l'actualité et l'inquiétude aussi, on pourrait le dire comme ça, pour l'Europe et plus largement le monde. C'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, oui. Investiture de Donald Trump, discours de Donald Trump, discours très marqué, très violent même, on pourrait le dire comme ça, et un doigt pointé vers l'Europe, puisque Donald Trump a averti que les pays européens seraient soumis à des droits de douane. Voilà, j'allais dire, le décor est posé, il va falloir composer maintenant. Oui, c'est ça. Bah, écoutez, c'est vrai que passer du discours de politique générale de François Bayrou au discours d'investiture de Donald Trump, effectivement, ça pique un peu, faut se mouiller la nuque, hein, franchement. Maintenant, Donald Trump le maître mot de Donald Trump, c'est America First. On le sait. Voilà, c'est l'Amérique d'abord. Donc il va défendre les intérêts des Américains. C'est ce que nous devrions faire aussi au niveau français. La France d'abord, c'est ce que nous réclamons. Donc on a entendu notamment Donald Trump dire qu'il revenait sur le droit du sol que nos compatriotes mahorais qui votent Jordan Bardella à plus de 52% connaissent bien, hein, ils le réclament depuis bien longtemps. On entend aussi Donald Trump dire que il y a deux sexes, un sexe masculin, un sexe féminin. Aujourd'hui, dire une telle évidence, une telle mesure de bon sens, ça effraie certains, c'est dire vraiment l'état de notre société, malheureusement, après le wokisme. Donc voilà, l'America First, c'est le credo de Donald Trump. Ne soyons pas naïfs, forcément. Évidemment, il y aura des répercussions, des tensions commerciales. C'est à nous de répondre. C'est à nous de répondre en tant que Français sur nos produits, sur notre industrie, sur notre agriculture. L'Europe de la coopération des nations, c'était Ariane, c'était Airbus, c'était des grands projets. Voilà. Aujourd'hui, la Commission européenne, c'est le petit bout de plastique sur la bouteille d'eau pour éviter de perdre le bouchon. Voilà. Donald Trump, lui, c'est je vais envoyer un homme sur Mars. Voilà. On n'est pas au niveau, je pense, malheureusement. Alors, on a aussi un discours, alors vous le disiez, alors ça froisse les minorités, on le voit aux États-Unis. Concernant le droit du sol, on a déjà des États qui ont dit, nous, on va attaquer juridiquement Donald Trump, y compris sur les flux migratoires. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une politique qui serait transposable ici, en France, en Europe ? Mais c'est ce que nous réclamons, nous, au Rassemblement national, depuis bien longtemps. La fin du droit du sol, c'est ce que nous réclamons. Et encore une fois, on a l'exemple précis avec nos compatriotes de Mayotte qui ont vécu un terrible drame et que je salue avec ce cyclone Chido. Ils réclament éperdument la fin du droit du sol parce qu'ils sont confrontés à une immigration massive en provenance des Comores. Ils le témoignent, ils le disent. En juin dernier, aux Européennes, ils ont voté à plus de 52% pour Jordan Bardella. Ils sont aux premières loges. Voilà. Donc, ce qui est possible de faire, je pense, à Mayotte, nous devons le faire également en métropole. Et c'est ce que nous réclamons. C'est ce que réclament aussi les électeurs. Il y a plus de 550 000 Bretons qui ont voté Rassemblement national l'année dernière. Donc, c'est un constat que tout le monde fait. Et effectivement, le droit du sol, la maîtrise des flux migratoires, c'est un sujet essentiel. Alors, maîtrise des flux migratoires, avoir aussi une forme d'excellence dans les nouvelles technologies. On a vu que Donald Trump, avec Elon Musk d'ailleurs, veut absolument développer les nouvelles technologies. Alors, vous parliez de Mars tout à l'heure, mais plus près de nous, il y a l'IA aussi. Exactement. On est très en retard, nous, en Europe, en France, sur ces technologies. Est-ce que ça peut, justement, cette élection de Trump, ces orientations gouvernementales, est-ce que ça peut éventuellement booster l'Europe, booster la France, en fait, faire une forme d'électrochoc? Il le faut impérativement. Là, on a un grand retour des nations au sens international. Il faut que nous, Français, et nous, avec nos partenaires européens, nous puissions peser dans ce concert des nations. Et malheureusement, c'est pas le cas. Je pense qu'on a déjà raté la révolution de l'Internet dans les années 90. Là, maintenant, c'est l'IA, avec effectivement les risques éventuels aussi de l'IA, avec ses inquiétudes aussi. Mais c'est un créneau, un virage à ne pas
pas rater. Effectivement, nous avons en France beaucoup d'attraits, beaucoup de qualités pour peser dans le concert des nations, et c'est ce que nous voulons. Donc il faut sortir collectivement de cette torpeur. Nous ne sommes pas nous ne vaut pas. Enfin, les États-Unis sont des amis, des alliés, mais nous ne sommes pas soumis non plus. Donc nous avons une voix à porter, nous Français, et collectivement aussi avec nos partenaires européens, pour des grands projets. J'ai cité Ariane, j'ai cité Airbus. Des grands projets collectifs qui doivent peser dans le monde, effectivement. Alors, rester allié des États-Unis, mais avoir finalement une forme de posture gaulienne, c'est-à-dire on les tient un peu à distance. Exactement, mais c'est ça. C'est ça, c'est ne pas être naïf, ne pas être dupe, puisqu'effectivement, quand Donald Trump dit America First, forcément, cela veut dire qu'il fait passer les intérêts des Américains à juste titre avant ceux des autres. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Donc, ne pas être naïf, ne pas être dupe, et répondre aussi collectivement à cette attente des Français, notamment sur l'agriculture. Mais malheureusement, le discours européen en ce moment, c'est plutôt la décroissance, malheureusement. C'est le Green Deal, c'est la décroissance sur l'agriculture, sur la pêche, on le sait encore avec nos pêcheurs qui sont interdits de pêcher maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans le golfe de Gascogne. Voilà, donc c'est un vrai sujet que nous devons prendre à bras-le-corps. Voilà. Alors, on va juste dire un petit mot aussi de cette politique internationale que veut Donald Trump avec la guerre en Ukraine. Il veut absolument que Vladimir Poutine s'assoie à la table des négociations et qu'il y ait un traité de paix. Il l'a encore redit cette nuit. Est-ce que c'est profitable aussi pour l'Europe qu'une guerre s'arrête, même si le prix à en payer, on imagine, pour les Ukrainiens sera important? Bien évidemment, il faut évidemment par tout moyen cesser déjà les conflits et les milliers de morts que nous déplorons. Donald Trump a une position justement qui n'est pas va-t-en guerre par rapport à ses prédécesseurs démocrates. On sait que pendant longtemps, on a considéré que les États-Unis se voulaient être les gendarmes du monde, etc. Ce n'est pas du tout la position de Donald Trump, et c'est heureux. On sait que voilà, il y a déjà une première conséquence en Israël avec cet arrêt du conflit momentané, mais bon, c'est à saluer. Très fragile. Hein, très fragile, effectivement. Mais il faut quand même saluer le retour des otages pour toutes ces familles qui attendaient dans la peur et dans la crainte. C'est une grande nouvelle, évidemment. Donc Donald Trump a une position, pour l'instant assez... d'améliorer, de négocier, en tout cas. Il n'a pas cette position de va-t-en-guerre. Il a déjà dit il y a quelques mois que le conflit en Ukraine allait en quelques heures, quelques jours, ce serait plié. On attend de voir. Il avait dit en 24 heures. Là, ça va prendre un peu plus de temps. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais la démarche est plutôt positive. On peut le saluer quand même. Alors, il y a aussi cette annonce qui... nous intéresse aussi, nous, les pays européens, puisque Donald Trump a dit l'OTAN, c'est très bien. Si vous payez, en gros, si vous donnez 5% de votre PIB, ok, on vous protège, sinon, débrouillez-vous. Est-ce que là aussi, on peut imaginer que ça nous ramène à repenser cette fameuse armée européenne, ou en tout cas une coopération entre les différents pays européens pour assurer leur sécurité? En fait, je pense que on ne doit rien attendre de nos... Enfin, ce sont nos amis, les Américains, d'accord, aucun problème. Mais on ne doit rien attendre, et en tout cas ne pas être dans une position de soumission, ou en tout cas comment on peut dire ça, d'attente, oui, de la part du géant américain. On a une industrie militaire, on a la dissuasion nucléaire. Nous sommes la France. Enfin, réveillons-nous un petit peu. Enfin, sortons un peu de cette torpeur. La France, elle compte dans le concert des nations, et on doit toujours le réaffirmer, même si Emmanuel Macron a peut-être parfois un peu écorné l'image de la France à l'international. Eh bien non, nous refusons ce discours du déclin. Nous avons une industrie militaire qui pèse, qui exporte, et ça commence aussi. Il faudrait déjà aussi qu'il y ait avant une armée européenne, que nous ne voulons absolument pas. Que déjà peut-être que nos voisins européens se fournissent aussi chez nous, peut-être auprès de nos industries françaises. Déjà, ce serait déjà un premier pas. Alors, vous parliez du discours de Donald Trump tout à l'heure, vous l'avez comparé au discours de politique générale de François Bayrou. Alors, on est passé tout près d'une motion de censure que le Rassemblement national n'a pas votée, motion de censure qui est quand même toujours un peu en embuscade, en tout cas si on en croit les forces de gauche à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que
finalement, vous avez choisi la voie de la raison en ne votant pas cette motion de censure. Mais si vous voulez, le discours, je l'ai dit, de François Bayrou était assez creux, assez vide. Il nous a sorti le conclave. Alors maintenant, on en est à attendre peut-être la fumée blanche. Il nous a parlé de comité Théodule pour contrôler d'autres comités Théodule. Enfin, tout cela est creux et on ne va pas censurer un discours qui est creux. En fait, l'élément fondateur de la politique du gouvernement, c'est bien entendu le budget. Ce sont les choix. Vous attendiez des propositions finalement. On attend des propositions, on attend le choix financier, le choix du budget de ce nouveau gouvernement Bayrou. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons nous positionner sur une éventuelle censure. C'est ce que nous avons fait sur le gouvernement Barnier qui, dans la plus grande tradition socialiste, a proposé un budget avec 40 milliards d'impôts supplémentaires, 20 milliards pour les entreprises. La vérité, c'est que LR, qui a poussé des cris d'orfraie devant la motion de censure votée par le RN, si ce même budget avait été voté avait été présenté par un premier ministre socialiste comme Bernard Cazeneuve, les LR auraient été en PLS et auraient crié au retour de l'Union soviétique. Donc nous avons voté en conscience pour la motion de censure. Nous avons utilisé LFI comme un outil, seulement un outil. Ce n'est pas une alliance, concrètement. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains, la seule alliance... On a entendu parler de l'alliance des extrêmes. Hein, oui, bien sûr. C'est toujours le même verbiage. Là, l'alliance des extrêmes, il n'y a pas d'alliance des extrêmes, aucunement. La seule alliance qu'on a vue, c'est celle du second tour des législatives. Ce parti unique qui allait de Philippe Poutou jusqu'à Laurent Wauquiez, en passant par les macronistes, et qui s'est ligué main dans la main pour faire barrage au Rassemblement national et à la volonté du peuple qui s'est exprimé aux européennes largement en faveur de Jordan Bardella. Donc nous attendons, pour revenir à votre question sur la motion de censure, nous attendons des éléments concrets, tangibles, de ce que prépare le gouvernement. Il faut bien dire qu'effectivement, les signaux qui sont amenés aujourd'hui ne sont pas positifs. On parle de taxer encore un peu plus les retraités, de 7 heures de travail gratuitement, alors qu'il y a tant d'économies à faire sur le train de vie de l'État, sur l'immigration, sur la participation de la France à l'Union européenne, comme le fait d'ailleurs l'Allemagne. Donc il y a tant d'économies à faire. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est peut-être encore un mauvais signal avec toujours plus de taxes. Et si c'est le cas, nous n'hésiterons pas à censurer. Avec un budget, vous le disiez à l'instant, Julien Masson, un budget qui n'est toujours pas voté et qui évidemment est toujours en discussion, avec tout un volet social qui commence à faire grincer les dents à gauche. J'ai compris que c'était un petit peu pareil du côté du Rassemblement national. Le volet social, oui, il est essentiel. Maintenant, ce que nous disons, nous, c'est que on a des pistes d'économie à faire avant de taxer, avant de... si vous voulez, les classes moyennes, par exemple, sont toujours oubliées. Toujours, c'est toujours la classe moyenne qui paye tout, qui n'est pas aidée et qui se retrouve finalement à avoir des difficultés quotidiennes sur comment remplir le chariot de course, comment mettre de l'essence dans la voiture, comment vivre, comment se chauffer, des préoccupations quotidiennes. Finalement, la boussole, c'est le pouvoir d'achat aussi. Mais c'est très très important, le pouvoir d'achat. C'est sans doute la préoccupation majeure des Français aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent savent qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller faire un plein de courses, que les prix ont considérablement augmenté, que les prix de l'énergie ont considérablement augmenté, et qu'il faut absolument réagir et avoir des mesures fortes sur le pouvoir d'achat, ce que nous avons toujours dit. Il faut d'urgence baisser la TVA à 0% sur des produits sans produits de première nécessité. Il faut baisser de 20 à 5,5 la TVA sur les produits énergétiques, le chauffage, le fuel, le gaz, l'essence, etc. Il faut vraiment un pic de croissance. Il faut relancer la machine et cela passe par une baisse des taxes pour relancer cette machine. Voilà. Alors, relancer la machine, ça veut dire aussi avoir des contraintes. Vous parliez tout à l'heure de Donald Trump et de son America First, Make America Great Again, hein, c'est le fameux slogan de Donald Trump, avec tout un volet environnement que Donald Trump a balayé, j'allais dire d'un revers de manche. Il a décidé de sortir une nouvelle fois des accords de Paris. Est-ce que nous aussi, il faut qu'on mette l'environnement de côté ou est-ce qu'il faut au contraire qu'on arrive à avoir une croissance
tout en préservant évidemment l'environnement et en ayant en tête le réchauffement climatique? Mais tout dépend de ce qu'on met derrière le mot environnement. En fait, si vous voulez, on a des élus qui se prétendent écologistes, mais qui n'ont d'écologie que le nom, pour moi. Parce qu'on a vu, notamment chez nos voisins allemands, notamment la participation des Grünen, des Verts allemands, sur l'écologie, elle est dramatique. Et la conséquence a été de multiplier les éoliennes pour un gain de productivité qui était quasi nul, et ils se sont retrouvés à réouvrir les centrales à charbon. Est-ce que c'est ça l'écologie? Je ne pense pas. Est-ce que l'écologie, c'est de promouvoir le modèle de la voiture électrique? J'en suis pas persuadé. Donc, voilà, l'important, c'est de savoir ce qu'on met derrière le mot environnement. Nous avons aujourd'hui en France, nous pesons 1% des émissions de gaz à effet de serre, la France, notamment grâce à son parc nucléaire. Plutôt bon élève, il faut le dire. Nous sommes plutôt des bons élèves, il faut le dire. Et on doit arrêter cette écologie punitive qui fait tant de mal à nos pêcheurs, à nos agriculteurs. Et on doit pouvoir aussi, en France, pouvoir continuer de produire, d'innover, continuer d'exporter, continuer de vivre. Voilà. Et les ayatollahs de la décroissance ne doivent pas nous empêcher de construire, de produire. Ça, c'est une évidence. Voilà, produire pour pouvoir, là aussi, encore engranger des richesses, finalement, et les partager, ces richesses. Alors là, vous me voyez venir, on entend beaucoup parler de la solidarité nationale des grandes entreprises, on a beaucoup parlé de Total, on a parlé aussi des grandes fortunes. Tenez, Bernard Arnault était un petit peu en retrait, mais il était à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Il faut travailler avec ces grandes fortunes pour leur dire, voilà, vous devez participer à l'effort national. Voilà, vous allez me dire que c'est aussi une geste gaulienne. Oui, ben, évidemment, tout le monde doit être contribué à hauteur de ses moyens, évidemment. Alors, mais à la différence de la spoliation qu'on peut découvrir chez les insoumis ou ce genre de choses, il faut encourager l'entrepreneuriat, c'est évident, parce que il faut encourager l'entreprise, il faut encourager, parce que c'est elle qui crée l'emploi. Les TPE, les PME sont les premiers fournisseurs d'emplois en France, donc on ne peut pas... c'est un modèle que nous devons encourager. Donc, alors, les grandes entreprises, bien sûr, les grandes fortunes doivent évidemment contribuer à la solidarité nationale, c'est une évidence. Mais toujours est-il qu'il faut encourager l'entrepreneuriat, c'est une évidence. Alors aujourd'hui, on est dans un climat très compliqué pour faire de la politique, finalement un petit peu toute sensibilité confondue. On voit aujourd'hui aussi tout un mouvement autour des fake news, autour des nouvelles technologies. Ça nous amène encore là. X. Et X en particulier, vous me devancez. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi à ce niveau. On voit quelques personnalités, quelques journaux de la presse, les confrères qui quittent X. Voilà, X est devenu le repère de l'extrême droite, pour reprendre des mots que j'ai pu lire. Oui, ça c'est les mots de la gauche et de l'extrême gauche. Enfin, c'est ridicule en fait. Ils font un communiqué pour dire voilà, je quitte X. Alors il y en a certains, Sandrine Rousseau par exemple, je quitte X, je reviens, je quitte X, je reviens. Ou Madame Tondelier par exemple. Bon, par exemple ici en Bretagne, on voit Loïc Chéné-Gérard qui vient d'annoncer qu'il quittait X et en même temps le compte de la région. Alors c'est un problème parce que il y a quand même un petit sujet sur la continuité du service public. Je rappelle que l'un des derniers tweets du compte Région Bretagne, c'était sur la vigilance crue qui s'est abattue sur la Bretagne. Donc, il y avait quand même un intérêt à l'information du public. Il y a un sujet aussi sur la neutralité du service public. En quoi Monsieur Chéné-Gérard peut, lui, décider tout seul de supprimer, par exemple, le compte de la Région Bretagne? C'est quand même assez scandaleux. Ça n'a pas été discuté au niveau de l'institution? Absolument pas. C'est une décision unilatérale de Loïc Chéné-Gérard. Nous avons donc un élu de notre groupe, Florent de Kersauzon, qui entend mener cette question devant le tribunal administratif. Voilà. Donc ça pose question sur ces gens qui, en fait, si vous voulez, ils fuient X, non pas parce qu'ils ont été censurés, bien au contraire, mais parce qu'ils ne supportent pas la liberté d'expression. Ils ne supportent pas qu'il y ait des avis divergents sur... c'est une agora X. Donc il y a plein d'avis divergents. Et ce qui les embête aussi, c'est que ces fameuses notes de communauté, c'est-à-dire que Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau social, permet à des internautes de venir contredire, par exemple, l'avis, la position d'un ministre qui dirait telle chose. Si quelqu'un a une opinion différente avec des sources, il peut venir contredire. Et ça, je pense que c'est toute cette gauche, la morgue de la gauche par rapport à X, c'est ça, c'est cette liberté d'expression qu'ils ne supportent pas. Voilà.
Il faut réglementer justement ces réseaux sociaux au niveau européen, par exemple, puisque là on est quand même au niveau européen. Il faut les réglementer, il faut peut-être un peu les assainir aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi d'insultes, d'invectives, de menaces, de harcèlement. Il faut avoir une loi européenne peut-être transposée en France. Bien sûr, mais si vous voulez... enfin, la liberté d'expression, elle est sacrée en France sur le réseau social X. C'est ce qui dérange la gauche. La liberté d'expression, elle est sacrée. Maintenant, évidemment, il y a la loi aussi. Enfin, on ne peut pas tout dire. La loi, elle est là aussi pour contredire et pour sanctionner éventuellement des dérapages intolérables sur les réseaux. Et si vous voulez, la loi Avia, elle a été en France, une loi votée à l'Assemblée nationale. Elle date de 2020 ou 2022, je ne sais plus. Soit avant le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc déjà, il y avait des soucis, des problèmes sur tout ce qui était discours de haine, par exemple, sur Internet. On n'a pas attendu Elon Musk pour découvrir que certains dépassaient les bornes sur les réseaux. Donc oui, il y a un encadrement à faire, c'est l'encadrement de la loi. La liberté d'expression, elle prime et la loi est là pour éventuellement sanctionner. Voilà, poser le cadre. Vous êtes sur Twitter, vous y restez. Ah évidemment, bien sûr. Enfin, j'ai aucune raison de quitter Twitter, qui est il y a vraiment tous les avis. On voit, même des Jean-Luc Mélenchon qui tweet, très bien, il a le droit de s'exprimer, mais ça devrait être, ça paraît assez dingue de dire ça, mais oui, tout le monde doit pouvoir s'exprimer sur X, en fait. Voilà, ce serait une mauvaise idée que de fermer X, par exemple, comme on l'a entendu, on a entendu ces préconisations. C'est les dérives, on retrouve là les dérives totalitaires de la gauche, cet attrait pour la censure, dès que quelque chose ne leur plaît pas, on les a pas entendus, cette gauche-là, cette gauche moralisatrice, quand Donald Trump a été banni de Twitter, il était président des États-Unis, il a été banni de Twitter, on n'a pas entendu ces belles âmes de gauche s'offusquer qu'un ancien président des États-Unis soit banni. Enfin, là, donc, c'est une liberté d'expression, une indignation à géométrie variable. Et je pense que les Français ne sont pas dupes de tout ça. Alors, je vous ai attaché aux questions de sécurité. Julien Masson, je disais tout à l'heure en commençant que vous veniez de Rennes. Un homme a été tué à Rennes hier. Il a reçu un coup de couteau. C'est un nouveau fait divers, mais qui se rajoute à beaucoup d'autres faits divers. On pointe beaucoup les villes de l'Ouest, Nantes, Brest, en moindre mesure, Rennes, pour une montée de l'insécurité. Que ferait demain le Rassemblement national s'il arrivait aux affaires? Voilà, s'il arrive aux affaires. Ce qui est terrible, voilà, nous sommes le 22 janvier, déjà 3 morts depuis le début de l'année, en 2025, à Rennes. Voilà. 3 morts à l'arme blanche. Voilà. Malheureusement, il y a une certaine fatalité. Malheureusement, chez certains Rennais, c'est comme ça, c'est l'habitude. On s'habitue presque à ce genre de dépêche, fusillade, coup de couteau à Rennes. Ça n'étonne plus personne. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, en 2015, quand il y avait une fusillade ou des coups de couteau dans le quartier de Maurepas, tout le monde était offusqué. Ça faisait les gros titres. Et là, on ne peut que constater la dérive vertigineuse de Rennes depuis des années et des années. Alors. Les responsabilités, elles sont claires. Il y a évidemment la mairie de gauche qui est en place depuis 50 ans, qui n'est même plus dans le déni, qui est même dans l'auto-congratulation, qui vient nous dire que finalement, Rennes est une ville agréable, puis c'est en partie grâce à la gauche. Ça, c'est le propos d'un adjoint communiste de la ville de Rennes. C'est complètement lunaire et déconnecté. Donc, il faut évidemment renforcer les effectifs de police municipale. Il faut évidemment multiplier la vidéosurveillance. Ce sont des solutions pragmatiques sur le local. Voilà. D'ailleurs, je tiens à saluer hier également un policier rennais qui a été gravement blessé dans le commissariat de Rennes. Il a eu une fracture assez importante au niveau du visage, de la mâchoire. Donc, je tiens d'ailleurs à lui rendre hommage et à lui souhaiter tous nos vœux de prompt rétablissement. Donc, évidemment, pour en revenir au sujet, il y a une responsabilité évidente de la gauche, mais il ne faut pas oublier qu'à Rennes, et comme dans beaucoup d'autres villes de l'Ouest, cette montée de l'insécurité, alors c'est déjà la partie émergée de l'iceberg. On parle des fusillades, des coups de couteau. Il y a plus de 60 actes de délinquance par jour à Rennes. Il faut bien le savoir. Beaucoup sont liés au trafic de stupéfiants. Évidemment, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les fusillades, les coups de couteau, il y a quantité de choses dont on ne parle pas aussi. Donc on ne se rend pas compte, les Rennais ne se rendent pas compte de la situation rennaise. Donc mais ce que je veux dire, c'est que l'insécurité à Rennes est une coproduction. Et c'est une coproduction de la mairie de Rennes,
de la mairie socialo-communiste écolo qu'on connaît, mais aussi, malheureusement, des macronistes. Enfin, je veux dire, on a des élus d'opposition macroniste à la ville de Rennes, Madame Gandon, Monsieur Compagnon, qui s'offusquent, qui critiquent à raison Madame Appéré pour son déni sur l'insécurité. Mais qui est au pouvoir depuis 2017 ? Qui est au pouvoir ? Enfin, il manque aujourd'hui à Rennes 150 policiers rennais, 150 policiers à Rennes pour faire le travail. On a seulement, dans le département d'Ille-et-Vilaine, seulement 3 enquêteurs pour les stupes. 3. On est vraiment dans un manque de moyens. La réponse pénale aussi, elle n'est pas là. Là, quand le Rassemblement national propose notamment d'expulser les criminels et délinquants étrangers, la droite, enfin les macronistes et la gauche votent contre. Quand on propose de rétablir les peines planchées, les macronistes et la gauche votent contre. Donc il y a aussi une part évidente de la Macronie qui n'a pas fait le travail. Quel est le bilan du tandem Darmanin-Dupond-Moretti à Rennes ? On le voit. Enfin, on le constate malheureusement. C'est une explosion de l'insécurité. Donc il y a une insécurité qui est forcément due à la ville de Rennes, au déni de la gauche, mais aussi à l'impuissance du gouvernement Macron depuis 2017, depuis 8 ans. Alors là, c'est le constat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si demain, je ne sais pas, vous présentez aux élections à Rennes, voilà, je fais un peu de politique fiction, aux élections municipales, qu'est-ce que ce serait votre première mesure ? Il y a des réponses locales déjà à apporter, je vous l'ai dit, voilà, c'était ne serait-ce qu'au moins doubler les effectifs de police municipale, parce que la police municipale, je crois vraiment à cette police de proximité, vous savez, cette police qui doit être présente partout, H24, 7 jours sur 7, qui doit être une présence rassurante. C'est pas pour fliquer, c'est une présence rassurante. C'est des équipes réparties dans les quartiers, on les connaît, on sait qu'ils connaissent les commerçants, ils connaissent les habitants, et c'est essentiel. C'est pas eux qui vont aller déloger les dealers parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais ils ont une présence rassurante et ils peuvent gêner les trafics. Il faut évidemment aussi multiplier la vidéosurveillance. C'est pas par gaieté de cœur, mais on est malheureusement obligé aujourd'hui, si on veut résoudre les affaires, on est obligé d'avoir ces vidéosurveillances. Et on voit d'ailleurs, il y a un rapport, c'est-à-dire que dès qu'on plante une caméra, le trafic de drogue s'éloigne. Voilà, donc c'est un peu le jeu du chat et la souris, mais voilà, on a des mesures essentielles à prendre urgemment sur la ville de Rennes, qui ne sont pas prises par idéologie, parce que les élus écolos sont là également. Donc il faut armer évidemment la police municipale, ça c'est une évidence également. Et puis il faut arrêter aussi avec l'immigration. Je suis désolé, on est les seuls à le dire. Il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité. Pas tous, évidemment. Il y a aussi beaucoup de Français d'origine étrangère qui habitent Rennes et qui constatent aussi tout ce que nous disons au jour le jour et qui sont effarés de voir que Rennes, qui était autrefois une ville paisible, devient terrible. Maintenant, j'en discutais récemment avec une Rennaise d'origine algérienne qui me dit « Mais comment c'est possible en Algérie si vous faites le quart de ça ? Mais vous êtes en prison pendant très longtemps. Il n'y a pas de réponse pénale en France. Là, c'est un gros manque et ça, c'est au niveau national qu'il faut reprendre la main. La bataille n'est pas perdue. Il nous reste 15 secondes. La bataille n'est pas perdue. Mais non, mais bien sûr, il faut sortir de ce discours de fatalisme. En fait, il faut arrêter de dire c'est comme ci, c'est comme ça. Non, il faut commencer par arrêter de voter toujours pour les mêmes. Ça, c'est essentiel déjà. Comment le Rassemblement national va se placer pour les prochaines municipales? Vous me voyez venir. Pour les prochaines municipales, voilà, on voit déjà que quelques partis se mettent en campagne. On veut le rassemblement de toutes les forces de droite contre la politique de Madame Appéré et contre les macronistes. Nous sommes en train de bâtir une union large avec nos alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, avec nos alliés de IDL de Marion Maréchal. Nous allons peser, nous avons déjà fait 12% aux législatives l'an dernier. Nous déplorons malheureusement que le candidat LR, pour l'instant, ne fait que l'union de LR, malheureusement. Nous avons eu des rapprochements avec M. Rousseau, que vous avez par ailleurs invité, je crois. Donc voilà, nous voulons un rassemblement large pour enfin faire gagner Rennes. Voilà, une forme d'union des droites, finalement, dont on parle souvent. Un rassemblement, oui, de toutes les forces de droite, avec nos amis d'Éric Ciotti, de Marion Maréchal. Nous voulons peser. Nous tendons la main à nos amis, nos alliés de LR, mais nous pouvons faire quelque chose au local. Pour l'instant, c'est eux qui refusent. Donc voilà, l'avenir est entre nos mains. Un dernier mot, Jean-Marie Le Pen est mort, c'est une page qui s'est tournée pour le RN, on passe à autre chose aujourd'hui, on oublie un peu le côté un peu
allez, j'allais dire violent du discours de Jean-Marie Le Pen? Une page est tournée, oui, elle est tournée parce que Marine Le Pen a déjà eu le courage de rompre avec son père. Ça n'a pas été une chose facile. Malheureusement, c'était peut-être devenu inévitable, mais c'est comme ça. Maintenant, il restera. On peut pas résumer 60 ans de vie politique à quelques phrases malheureuses qui ont beaucoup heurté, évidemment. Mais il restera aussi un visionnaire aussi sur bon nombre de sujets, sur l'immigration notamment, la mondialisation, et ça c'est un fait. Julien Masson, porte-parole de Rassemblement National en Ille-et-Vilaine, était avec nous ce matin en direct dans la matinale pour commenter l'actualité politique. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.